Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h, 21h, 18h, 20h, heure de Hongrie, Abidjan, Côte d'Ivoire. Le 9 juillet 2024, une correspondance du délégué régional des enseignements secondaires pour la région de l'Ouest, répercutant une instruction du ministre des enseignements secondaires, informait les chefs d'établissement public de la suspension jusqu'à nouvel ordre de la collecte des frais exigibles d'examen et d'APEE pour le compte de l'année scolaire 2024-2025. Une mesure que d'aucuns avaient au fait d'interpréter comme la fin du paiement des frais d'APEE. Le ministre des Enseignements secondaires, il y a quelques jours, est venu clarifier la situation en réitérant avec insistance que le paiement des frais d'APEE n'a jamais été suspendu. Source de discorde. À chaque rentrée scolaire, ces frais sont fixés selon les besoins de l'établissement et oscillent entre 12 500 francs et 30 000 francs. Ce qui irrite les parents du fait très souvent de leur gestion opaque. Leur imposition au cycle primaire et maternel, tout comme la commercialisation des fournitures scolaires au sein des établissements à des prix exorbitants, la non-prise en compte des cas sociaux ou les enfants déplacés internes, entre autres, a amené ainsi le ministre de l'Éducation de base à frapper du poing sur la table pour que cessent ces écarts de comportement des responsables des écoles publiques. À côté de cet imbroglio vient se greffer la nouveauté de l'année scolaire 2024-2025. L'institution des matricules uniques pour chaque élève. Il lui permet ainsi de payer les contributions exigibles et les frais d'examen. Parents, tuteurs et élèves sont ainsi condamnés dès cette rentrée à faire désormais corps avec l'électronique. Quid donc de l'arrière-pays où l'électricité reste un luxe? Cerise sur le gâteau, à quelques jours de la reprise, le problème de la disponibilité des manuels scolaires entièrement renouvelés à chaque rentrée scolaire. La grande incertitude pour terminer, dans la tête des parents d'élèves, du public, reste le déclenchement ou pas, en début d'année scolaire, des mouvements OTS, OTA, comme réponse à la non-satisfaction totale des revendications des enseignants. Rentrée scolaire 2024, dans la tête d'un parent. C'est le fait du jour. Madame, Monsieur. Pour en parler, Queen Benidola, bonsoir. Bonsoir, c'est Jardin Autour. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Equinox. Bonsoir à toutes les femmes monoparentales qui n'arrivent pas à prendre soin de leurs enfants. Et bonsoir à toute la famille d'Anou le Cameroun, dont je suis secrétaire général. Et bonsoir à toutes les Camerounaises qui vont vivre les périodes aussi difficiles que soit de cette rentrée scolaire 2024-2025. Vous avez oublié Bounindale? Vous ne saluez pas la population de Bounindale, coincée ce matin? Oh, c'est j'allais retourner. Merci de m'avoir rappelé. Bounindale est mon village. Bounindale est mon village. Depuis 42 ans, nous sommes dans le noir. Nous n'avons pas de route. Ce matin, mon village s'est retrouvé inondé. Toute la population est dans l'eau. Les femmes enceintes, elles ne peuvent pas sortir. On est obligé de les transporter sur le dos. Les mamans qui sont coincées, qui font leur petit commerce, n'arrivent pas à se déplacer. Celles qui peuvent aller au champ pour aller cultiver le manioc pour pouvoir aider leurs enfants ne peuvent pas se mouvoir parce que tout est inondé. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que les Bounindale ont fait à cet état pour que jusqu'à ce jour, aujourd'hui j'avoisine déjà le 2e âge, je n'arrive pas à aller dans mon village. Ma famille souffre, ma population souffre. Pourtant, nous avons des mères originaires de Bounindale. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que vous abandonnez les Bounindale? Est-ce que c'est normal que dans une ville où l'inflation est de taille, qu'on puisse encore vivre dans des situations précaires, comme ce que nous vivons aujourd'hui dans notre village? Batoba Bounindale, Mioteme, Ebanja, Dititina Ditika Oja, Otete na Muititi, Ngeya Ititi,
Dititina di dangwa, miobusa. Yetena toni abattoir nde langa bende kwesemo. Nagom na baponge bisonge ya mio kwesemo. Merci. Vous n'allez pas appeler, leur demander de sortir pour aller où? Je suis en train de dire que l'abattoir se trouve à Bonendale. On a compris. Oui, l'abattoir se trouve à Bonendale. C'est pas un appel. Merci. Bonsoir Raoul Mopi. Bonsoir. Vous n'avez pas salué Etienne Mbappé. Hein? Bonsoir Etienne Mbappé. Bonsoir mon frère. Ouais, Etienne Mbappé, Bonendale. Raoul Mopi, bonsoir. Bonsoir Serge, bonsoir à mes co-discutants de cette soirée. Je voudrais partager avec vous l'émotion qui m'a animé aujourd'hui lors de la passation des services entre le proviseur entrant du lycée technique de Nilon-Douala et le proviseur sortant, Albin Bock. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est la aide d'honneur académique que les collègues du lycée technique de Nilon-Douala ont marqué au proviseur sortant qui allait à l'arrêter. Je peux vous assurer. J'ai été particulièrement touché dans mon fond intérieur parce que pour une fois, ça fait 20 ans que moi j'enseigne, je n'ai jamais vu des enseignants célébrer autant leur proviseur. Je pense qu'il s'agit d'un grand monsieur qui a beaucoup fait pour ce lycée, qui se situe dans une zone marécageuse, mais qui, ce proviseur fait, n'est-ce pas, d'une vision positive qui porte à l'endroit de l'école, a transformé ce marécage en un lieu paradisiaque. Je profite aussi pour dire bonne arrivée au proviseur entrant, Edjangé Josué, qui vient du lycée technique d'Équité, qui a aussi fait ses preuves ailleurs. Et pour lui, je lui souhaite beaucoup de bonnes choses. Les syndiqués et les syndicats qui ont en commun les questions de l'école l'ont à l'œil. Je crois que du fait, n'est-ce pas, de ces états de service à Équité et ailleurs où il a servi et qu'aujourd'hui il est au lycée technique de Nilon-Douala, on doit s'attendre, n'est-ce pas, à ce qu'il maintienne au moins les acquis du proviseur Mbok Patan, ou alors qu'il mette les choses un peu en haut, et c'est l'école camerounaise qui gagne de tout cela. Monsieur le proviseur Edjangé José, une fois de plus, bienvenue. Vous avez notre soutien. Raphaël Dougou, bonsoir. Bonsoir Serge Tour, bonsoir aux copanélistes, bonsoir à l'équipe technique qui vous accompagne. Je ne veux pas oublier la maquilleuse qui nous a rendu encore un peu semblable à nos ancêtres. Je voudrais donc, si vous le voulez bien, dire un bonsoir assez particulier au meilleur manager du Cameroun, c'est juste pour ne pas le nommer, le transformateur, le modernisateur. Et vous savez que pour qu'il le fasse, il faut bien qu'il ait tout un conseil d'administration. Je salue amicalement et très humblement le PCA du PAD. Pourquoi ne pas saluer des personnes qui accompagnent au quotidien toute cette grande équipe pour modéliser le PAD? Si je pense à un conseiller technique, je pense au directeur des structures qui accompagnent le top management. Mais je voudrais dire ceux qui travaillent dans l'ombre. Bonsoir particulièrement Gomi Maladi. Bonsoir particulièrement Nibouka Paul. Vous êtes des guerriers du directeur général et ne laissez pas passer tout ce qui est négatif par rapport à votre travail. Je ne voudrais plus moi-même me nommer. Je voudrais dire, nous sommes les soldats de Cyrus Ngo et nous allons aller jusqu'au bout. Merci de m'avoir invité. Bonsoir Pauline Ngassa. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux co-discutants, bonsoir aux libraires, bonsoir aux parents d'élèves. Voilà, merci. Nous sommes à quelques jours de la rentrée. Je vais rentrer dans vos têtes. Je vais commencer par Queen Méritoire. À quelques jours, qu'est-ce qui se passe dans votre tête, en tant que parents d'élèves? La rentrée scolaire devait être un moment de joie, un moment d'espérance. Non, non. Pourquoi? La rentrée scolaire aujourd'hui, c'est un moment qui donne l'anxiété aux parents, Oui. qui rend les parents perplexes parce que la population camerounaise a un problème d'inflation qui touche le budget des ménages. Les ménages au Cameroun avoisinent en moyenne 30 000 francs par mois comme budget. Nous prenons l'exemple d'un Camerounais lambda qui est un simple bensikineur.
Hier, le prix du carburant était à 500 francs. Aujourd'hui, le prix du carburant est à 800 francs. Hier, il pouvait épargner 2000 francs par jour. Cela lui faisait 60 000. Aujourd'hui, il n'épargne que 1000 francs. Donc, à la fin du mois, il n'a que 30 000 francs entre ses mains. Il doit payer le loyer. Il doit nourrir ses enfants. Et la plupart de ces personnes, ce sont des familles nombreuses. Comment est-ce qu'il va faire avec 30 000 francs pour envoyer ses enfants à l'école? Le chef de l'État avait dit que l'école est gratuite au Cameroun. Mais cela est faux. Parce que lorsqu'on regarde le nombre d'enfants qui est en route, on peut imaginer ce que les parents vivent. Nous, les parents, nous devons acheter des manuels scolaires chaque année. Quand moi, je partais à l'école, quand j'étais encore jeune fille, je pouvais utiliser 3 livres pour aller à l'école. Le livre de mathématiques, le livre de français, le livre d'anglais. Aujourd'hui, une seule matière a 4 livres. Le workbook, l'exercise book, ainsi de suite. Plusieurs livres pour une seule matière. Un parent qui gagne 30 000 francs, comment est-ce qu'il va pouvoir acheter les livres à ses enfants? Même les inscriptions. On a dit que nous sommes dans un pays décentralisé. Nous sommes un pays uni. Cette union-là, elle est où? Parce que nous sommes divisés en 2 classes sociales. La classe des pauvres et la classe des riches. La classe des pauvres est à 90%. Et c'est cette classe que moi, je représente ici ce soir. Cette classe qui pouvait être accompagnée par les auxiliaires de l'État. Je parle en l'occurrence les chefs du quartier, les chefs des quartiers, les chefs du village qui pouvaient recenser ces ménages, ces foyers dont les parents n'ont pas assez de revenus pour envoyer leurs enfants à l'école. À quoi sert donc cette décentralisation? On pouvait mettre des subventions auprès de ces auxiliaires de l'État pour soutenir ces ménages. Par exemple, quand il y a la rentrée scolaire comme ça, on pouvait collecter les dossiers de ces enfants pour amener ces dossiers. Les auxiliaires de l'État pouvaient prendre ces dossiers, amener dans les établissements scolaires pour que ces enfants puissent avoir de la place au lycée ou dans les écoles publiques. Mais aujourd'hui, lorsque ces foyers, ces ménages qui sont la plupart des foyers monoparentaux, parce que le chômage excède énormément de telle enseigne que les hommes, quand les hommes enceintent les femmes, ils fuient leurs responsabilités. Et les femmes sont obligées d'aller par exemple au marché vendre de la tomate. Elles vont vendre quelques tomates et puis envoyer les enfants à l'école. On se rend compte que l'État a abandonné les ménages, l'État a abandonné les familles. Pourtant, on a dit que nous sommes une famille unie. Mais maintenant, dans l'union, pourquoi l'union doit seulement être du côté des riches et que les pauvres soient délaissés? Vraiment, j'interpelle l'État, que l'État mette en place un plan de subvention pour soutenir ces foyers. Nous n'en parlons pas de ceux qui se trouvent dans les zones rurales. Okay. Comment est-ce qu'ils font? Voilà. La rentrée, c'est dans quelques jours. Ceux-là, le cacao, et comme il a plu, le cacao va coûter combien? Ils vont gagner l'argent quand pour pouvoir inscrire leurs enfants. Nous parlons seulement des enfants de la ville et ceux qui sont dans ces zones-là. Comment est-ce qu'on va faire pour qu'ils aillent aussi à l'école? Merci Queen, merci Queen. Je vais me tourner vers nos parents. Raphaël Ndougou, aujourd'hui, on a quelques jours là. Dans vos têtes, qu'est-ce qui se passe? Vous vous dites que c'est un mauvais moment pour les parents, la rentrée? Vous avez déjà suivi Madame Douala sur les pleurs d'une maman. Oui. Et vous avez si bien fait de vous interroger dans la tête d'un parent. Tous les parents actuellement, l'AVC est à côté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas autre chose. Parce que les enfants sont à la maison, ils doivent aller à l'école. Et il n'est pas question pour un enfant d'entendre que les autres voisins, les enfants voisins sont allés à l'école et eux, ils sont restés à la maison. Je voudrais indiquer que... Enfin, une minute. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que c'est un problème d'organisation? Oui. Les parents savent que la rentrée, c'est telle période. Donc, je pense qu'il faudrait peut-être s'organiser pour éviter le dernier moment, comme on dit. Voici les ministres des Finances de nos maisons. Elle vient de vous dérouler. Elle a fait juste une partie. Elle vient de vous dérouler les problèmes que rencontrent au quotidien les parents ou bien les couples, les familles. Parce qu'elle vous a tout dit pratiquement en quelques mots. Si vous êtes organisé, les imprévus sont où? Les imprévus sont les cas de deuil.
les cas de ci ou ça. Non, écoutez, le parent souffre au quotidien. Le parent a un problème, celui de la pression. Tout à l'heure, vous prenez l'exemple sur les manuels scolaires. Autrefois, quand on partait de cours élémentaires 1, l'enfant qui sort du cours préparatoire prend votre livre, et que ça suivait jusqu'au cours élémentaire 2. Un cours moins de temps pour moi. Et puis ça continuait même parfois jusqu'au lycée. Parce qu'effectivement, il n'y avait pas cette pression de changement de livre où je crois que les libraires, les éditeurs, bon, je n'ai rien contre eux, il y a cette pression. Mais or, on savait que quand on prend un livre, toute la famille utilisait même, et le livre restait toujours là. Parfois, on donnait à une autre famille, autant pour moi, voisine. Donc, comme pour vous dire quoi? Comme pour vous dire qu'en réalité, cette pression-là est de plusieurs ordres. Exemple, elle vous parlait tout à l'heure des inscriptions. Oui, on a dit que l'école est gratuite, primaire. D'accord? Les inscriptions dans les collèges privés, est-ce que c'est organisé chacun ou chaque collège a son montant? Vous avez, votre introduction, vous avez parlé de cette histoire de l'APEE où on dit que c'est facultatif et tout, mais à la fin, vous vous rendez compte que même dans les collèges d'enseignement privé, on vous impose l'APEE et que c'est même la secrétaire de direction qui prend cet argent-là. On n'a jamais vu la trésorière, le trésorier de cette association, on n'a jamais vu le commissaire de compte à côté. D'ailleurs, même que des questions qu'on se pose depuis longtemps. Pourquoi une association est obligée d'être au sein de l'établissement scolaire? Donc, il y a également que les livres, vous citez tout à l'heure les workbooks et machin, dans le système anglo-saxon où nous avons choisi de mettre nos enfants. Parfois, lorsqu'on vous impose cela, l'enfant vient pleurer à la maison parce que l'enfant a beaucoup plus peur qu'on le veuille au nom de l'enseignant que du parent. C'est-à-dire que quand il vient vous dire le soir que demain, l'enseignant a dit que je n'entre pas. Si je n'ai pas tel de document, je vous assure que vous-même vous n'allez pas dormir. Et pour continuer, comment comprendre qu'aujourd'hui, le ministre du Commerce, en relation avec les autres ministères concernés, c'est-à-dire l'éducation de base, l'éducation secondaire, on a interdit la vente des tenues scolaires dans les établissements. Lorsque le chef d'établissement va prendre son tailleur au quartier, il vient imposer cette tenue-là aux enfants et les parents achètent. Et qu'est-ce qui se passe? Même si c'est mal cousu, on achète déjà, comme on dit, payé cousu. Au lieu de montrer juste la tenue, et les parents même peuvent aller confectionner leur tenue, ou bien aller acheter ailleurs, quand même au établissement, pour faire semblant de respecter les instructions des ministres. Même la tenue scolaire, on sait que nous avons à droit à quoi? Bien évidemment, nos partenaires chinois qui vendent des vêtements. Mais vous arrivez à un établissement, vous dites que l'enfant vient vous dire, hein, papa, la tenue coûte 6 000, la tenue coûte 3 000, la tenue coûte 4 000. Le parent prend tout ça où? Et tenez-vous tranquille. Dès le 9 là, il va falloir commencer à déposer les premières tranches. Quand je vous ai dit que l'AVC à côté, ce n'est pas la blague. Nous pensons que l'État qui dit, à travers ses ministères concernés, doit prendre les dispositions, même pour avoir un œil dans les établissements privés, pour que effectivement, puisque nous aimons le luxe aussi, parce que même si Madame Loa va nous aimons le luxe, nous pensons que tout est bien fait dans le privé, pendant qu'effectivement au public, il y a des avancées. Mais sauf que comme nous cherchons le bilinguisme, nous pensons que si nous n'avons pas été à 100% bilingue, on doit maintenant envoyer nos enfants dans le système anglo-saxon afin que l'enfant puisse, comme on est un Cameroun effectivement bilingue, du coup, ça dérange à quel niveau? Ça dérange au fait que si à partir du 9, l'enfant n'a pas déposé la première tranche, ces commerçants de notre genre que j'appelle les chefs d'établissement vont nous mettre encore en difficulté, en dehors des fournitures scolaires, mais aussi les premières tranches. L'État a le bâton de commandement pour gérer ça. Voilà, d'abord Apolline Ngassa, vous avez suivi les deux parents, je vais dire comme ça. Le manuel scolaire, il est rare, mais on dit tout le temps, on change. Elle a parlé de son expérience, elle a grandi, un livre. Lorsqu'on monte en classe supérieure, on le laisse
au cadet. Ce n'est plus ça aujourd'hui. Pourquoi les parents se plaignent de plus en plus de ces changements tous les ans. Le livre ne met pas 2 ans au programme. Parlons du changement chaque année, je vais dire c'est faux. C'est faux. Très faux. Cette année-ci, nous avons connu un changement au niveau du premier cycle d'enseignement secondaire. Les livres de la 6e en 3e et de From 1 to From 5, c'est des nouveaux livres entièrement. Mais vous avez dit que c'est faux, il n'y a pas de changement. Écoutez, vous avez dit chaque année. C'est des livres qui ont fait 6 ans au programme. C'est depuis 2018 que ces livres sont au programme. Depuis la politique du livre unique, il y a quand même eu un changement, il faut que les parents le sachent. Les livres de la classe de seconde vont sortir du programme l'année prochaine et ont déjà fait 6 ans au programme. Et les livres qui entrent au programme cette année vont également faire 6 ans. Donc il ne faudrait pas qu'on dise que chaque année on change les livres. Maintenant, concernant les workbooks dont Madame parle, cette année, le ministère de l'Éducation de base a homologué les niveaux d'activité au nombre de 3. C'est-à-dire l'activité de français, activité de mathématiques et d'anglais, et English, mathématiques en French pour la section anglophone. Pour pallier à la demande des enseignants qui exigeaient toujours qu'il faudrait qu'il y ait des cahiers d'activité. Pendant ce temps, les enseignants, je ne sais pas si les enseignants verront, si je peux dire ainsi, demandent plus de livrets qu'il n'en faut aux élèves. Mais ce n'est pas le gouvernement camerounais qui ordonne cela. Mais il revient maintenant aux parents de défendre leurs droits en disant respectons la liste homologuée par le ministre de l'Éducation de base. Avec quelle force? Avec quelle force? C'est le parent qui inscrit son enfant à l'école. Si les parents décident que nous n'achetons pas, ils ne vont pas acheter. Je n'ai jamais acheté ça à mes enfants. Mais mes enfants finissent leur parcours scolaire au Cameroun. Donc ne dites pas qu'avec quelle force. Ça dépend, c'est parce que nous avons aujourd'hui, l'éducation que nos parents nous ont donnée, nous n'avons pas transmis ça à nos enfants. Parce que nous avons la peur que l'enseignant va menacer mon enfant parce qu'il n'a pas acheté un livret d'activité. Je dis bien, il y a au niveau de l'éducation de base aujourd'hui 3 livrets homologués par le ministère de l'éducation de base. Les autres ne sont que des activités, ils appellent ça des livres supplémentaires ou bien des demandes supplémentaires des enseignants. Ce n'est pas homologué, ce n'est pas officiel. Donc le parent est libre d'en acheter ou de ne pas acheter parce que la loi le prévoit. Et votre enfant est lésé en salle lorsque les autres enfants ont les livres. Je suis d'accord avec vous. Raphaël vous a dit que mes enfants ont fréquenté sans jamais acheter les livres d'activité. Et la loi est claire là-dessus. La loi 2021, base 024 du 16 décembre 2021. C'est clair, la licence en l'article 53 qui dit bien l'élève ne doit pas être évalué sur un livre qui n'est pas homologué. C'est-à-dire l'enseignant est libre de demander ça à l'élève, mais il ne doit pas évaluer l'enfant dans cet ouvrage-là parce que ce n'est pas homologué. Il faut que les parents s'assure de l'application de cette mesure. L'élève est en classe avec son enseignant. Donc l'élève va challenger son enseignant. Ou bien le parent va venir challenger l'enseignant. C'est le parent qui fait son truc, qui interroge l'enfant. Je dis bien, le parent lui-même doit être éduqué, doit savoir que voilà la liste officielle. Et être en même, d'aller voir le fondateur ou bien le principal ou bien le proviseur, dit mais voilà la liste officielle, d'où vient-il qu'on me demande un autre ouvrage qui n'est pas celui qui est homologué? Parce que on dit bien, on ne peut pas évaluer l'enfant dessus. La loi est claire, mais vous voulez que l'État qui vote l'Assemblée nationale qui a voté cette loi-là soit encore derrière les parents ou bien derrière les enseignants pour qu'ils ne fassent pas si. C'est aux parents de revendiquer leurs droits. Ce n'est pas. Mais les parents revendiquent souvent leurs droits par rapport à l'APE. Ils savent que ce n'est pas obligatoire. Mais on dit, lorsqu'ils se présentent devant le chef d'établissement, on lui dit, voilà, on lui dit, bon, voilà. Moi, je parle de livres, je parle de l'APE. Je parle de livres. Pour l'APE, on peut parler autre. Je parle de livres. Oui. Je dis bien que les livres sont homologués, ils sont au nombre de 7 à l'école primaire, plus 3 livres, ça fait 10. En tout. En tout. De la file au cours moyen des 2 sections, que ce soit anglophone, que ce soit francophone. Ce nombre de 7.
ou de 10 aujourd'hui. Donc, le parent ou 11, parce qu'il y a au niveau 1, niveau 2, il y a le livre de d'écriture. Est-ce que vous savez que le modèle social que nous avons aujourd'hui ne permet pas aux parents d'acheter même 2 livres à leurs enfants? Madame, j'arrive, je vous dis. Est-ce que vous êtes même madame, écoutez, madame, je vous dis, les livres ont toujours existé au nombre de 7 ou 8, ou même 10, avant la nouvelle loi sur le livre. Écoutez, mais ça ne veut pas dire que c'est l'étoile qui était au programme, madame. Il y avait plus de programme. Ça ne veut pas dire que c'est l'étoile qui était au programme. Comprenez que le livre scolaire reste l'article le moins cher au Cameroun aujourd'hui. C'est l'article qui a connu la baisse depuis que tout le monde là, mais le livre a plutôt chuté. Mais le salaire est stagnant. Je ne parle pas du salaire, madame, je parle des articles que nous avons sur le marché. Vous avez parlé de la vie chère. Tout à l'heure, vous avez parlé de la vie chère. Mais je dis qu'en ce qui concerne les livres, il n'y a pas question de vie chère. Quelqu'un qui a 30 000 pour acheter le livre. 30 000, il doit payer le loyer, il doit payer l'électricité, il a plusieurs choses à faire, il peut acheter un livre. Madame, c'est une question d'organisation pour le Non. Permettez, on va permettre à Raoul. Parce que le même parent qui veut le livre va boire la bière au bar. Hein. Mais c'est pour cela que il va noyer ses soucis. Voilà, Raoul. Mais je l'ai dit, tout a commencé par cet imbroglio là autour du paiement ou non des frais d'APE. Tout est parti de ce communiqué là du délégué régional des enseignements secondaires pour la région de l'Ouest. La sortie du ministre il y a quelques jours pour dire que bon voilà, les frais doivent être payés. Mais comme je l'ai dit dans mon propos introductif, qu'est-ce qui nous garantit que la rentrée scolaire 2024 ne va pas ressembler à celle de 2023 où dans certains établissements publics on a passé pratiquement tout le premier trimestre sans enseignement. OTS sont morts. Les revendications sont satisfaites? Alors Serge, avant de répondre à votre question, je voudrais qu'on s'accorde et qu'on mette rapidement un point sur ce que le Apollinaire Gassa a eu à dire, parce qu'il y a des choses quand même qu'on ne peut pas laisser passer sur un plateau aussi sérieux que le vôtre. La première des choses, c'est qu'il faut qu'on dise à Apollinaire que les enseignants ne sont pas libres. En fait, les enseignants sont les esclaves d'un système qui est pensé, n'est-ce pas, par le régime de Yaoundé. Parce que l'enseignant ne vient pas inventer dans les salles de classe et qui relève de sa propre conscience. Non, il y a des curricula qui sont définis. Il y a les mécanismes de diffusion de ces curricula qui ne dépendent pas de quelqu'un, d'un enseignant ou bien d'un autre. Et surtout que, lorsque vous évoquez les livres, que les workbooks, tout ce que vous avez dit, que les gens mettent au programme, cela confirme ce que Marie Douala a eu à dire. Parce que si on est dans un système où l'école est gratuite, à l'école primaire, on ne doit même plus parler du livre que les parents doivent acheter. Parce que quand on parle de l'école, cela intègre, n'est-ce pas, un ensemble d'éléments, parmi lesquels les livres, les sacs de classe, la pension et tout ce qu'on connaît. Or, aujourd'hui, si vous prenez le cas de la ville de Douala, vous allez vous rendre compte que dans presque tous les établissements publics au primaire de la ville de Douala, on a remplacé les frais exigés par les frais d'APE à hauteur de 10 000 francs pour les moins chanceux. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que les livres que certains collègues de certains établissements décident de faire passer de manière subtile dans les établissements scolaires sont en fait des livres dont les éditeurs n'ont pas eu assez de moyens de réseau de support pour les faire passer officiellement. Et que de manière officieuse, agissent sur les fondateurs pour faire passer ces livres-là. Parce que il est quand même quelque chose, c'est quand même un peu surréaliste ce que j'entends sortir de votre bouche. Et regardez un peu, la maman qui est au marché, qui a mobilisé un peu de moyens pour envoyer ses enfants à l'école, qui sait que l'école est gratuite, mais qui par-delà tout, du fait de la malhonnêteté de ce qu'ils disent au Cameroun, parce qu'ils disent une chose et le contraire moment, décide quand même de mobiliser un peu de moyens pour acheter ces livres. Et à l'arrivée de course, l'enseignant qui est dans l'établissement lui dit non, à côté de ça, il y a ci ou ça ou ça. Vous pensez que c'est la pauvre femme qui vend les piments, les tomates, tout ça, sur le marché, qui va se lever pour poursuivre l'enseignant, alors qu'il y a les instruments de contrôle que l'État lui-même a eu à mettre sur pied. Non, en fait, c'est l'État qui doit faire ce travail. Le simple fait de dénoncer doit donner, n'est-ce pas, à l'État les moyens, n'est-ce pas, de frapper ces responsables d'établissements qui laissent circuler ce genre de documents. Or, pourquoi l'État ne le fait pas?
Parce que si vous regardez dans l'immense majorité des cas, ces établissements sont gérés par qui sont les fondateurs? Ce sont les pontes du régime. Donc en fait, on ne peut pas suivre une branche sur laquelle on est assis. C'est pour fermer cette page-là. Alors, je vais répondre à votre question. Ouais. Je veux dire à vos nombreux téléspectateurs aujourd'hui... Commençons par l'imboulé autour des frais d'APE. Parce que j'ai le communiqué. Hein. C'est quand même ambigu. Oui. Alors, parlons des frais d'APE. Oui. Il faut qu'on dise la vérité à vos nombreux téléspectateurs. La ministre d'enseignement secondaire, dans une sortie sur la chaîne publique, a clairement demandé la suspension des frais exigibles et des frais d'APE. Et en date du 26 juin 2024, elle a rendu public l'arrêté numéro 299/199 fixant les modalités d'exercice des compétences transférées par le décret de 2023 au conseil régional, notamment parlant des lycées et collèges. Lycées et collèges, c'est-à-dire les CS, les CETIC et puis les lycées, tout ce qu'on connaît. Dans l'arrêté de 2024, la ministre d'enseignement secondaire a clairement dit que les charges, notamment le recrutement du personnel d'appoint, du personnel vacataire, leur formation et leur mise à disposition aux établissements publics incombés au conseil régional, la construction des salles de classe, des salles informatiques, des laboratoires incombés au conseil régional. L'article 42 dispose clairement que les moyens, n'est-ce pas, alloués à ces activités par l'État du Cameroun sont transférés au conseil régional. Du coup, apparemment, en toute bonne volonté, elle a annoncé la suspension des frais d'APE. Parce que dans un contexte de décentralisation, la question de l'APE pose problème. Puisque l'APE, l'Association des parents d'élèves et enseignants, qui est une association privée, ne peut pas mobiliser des fonds pour les remettre soit au conseil régional, soit au lycée. Il était donc question pendant la mise en enseignement secondaire de nous dire maintenant qui va construire les salles de classe, qui va payer les personnels d'appoint, qui va payer les personnels vacataires. Mais dans la même rituelle qu'on lui connaît, elle a dit, et ce accompagné, n'est-ce pas, par Socialcom, elle a dit que je n'ai jamais dit cela. Et elle a dit, je n'ai jamais dit qu'on a suspendu les frais d'APE, que tout le monde aille payer les frais d'APE, ce qui pose un problème. Dans son propos inaugural, Serge Alain-Routou a fait état de ce qu'on a appelé l'immatriculation des élèves. Oui. Ce que les parents et la communauté éducative semblent ne pas bien voir, c'est que lorsque la ministre, dans l'arrêté de 2024, définit les modalités d'exercice des compétences transférées au conseil régional, lequel arrêté suit le décret du président de la République de 2023, ce qu'on ne dit pas très bien, c'est que en transférant les ressources, en transférant les compétences au conseil régional, construction des salles de classe, construction des laboratoires, salles informatiques, équipements, gestion de la carte scolaire, recrutement des personnels vacataires, personnels d'appoint, la ministre ici, dans l'immatriculation unique des élèves, dès la classe de 6e, joue à ce qu'on va appeler une sorte de mauvaise foi administrative. Quelle est cette mauvaise foi? Vous ne pouvez pas transférer les compétences au conseil régional et vous allez à Yaoundé avec le Sambandjo. Parce que ce qu'il faut bien dire aux gens, c'est que en centralisant les immatriculations uniques à Yaoundé, lorsque Queen Douala, n'est-ce pas, va dans le portail numérique pour payer les frais de la scolarité de son enfant, ces frais, n'est-ce pas, tombent dans le Sambandjo qui se trouve à Yaoundé chez Madame mise en enseignement secondaire. Et il faut se questionner, quel est le niveau, n'est-ce pas, d'assurance que ces frais vont être reversés au conseil régional relativement aux compétences transférées. Ouais. Ce qu'il faut dire à vos nombreux téléspectateurs, je mets la ministre, n'est-ce pas, au défi, qu'elle vient nous dire si à date, les quotes-parts qui devraient être reversés au lycée en 2000, je mets tous les quotes-parts qui devraient être reversés au lycée en 2023 et en 2024, toutes ces quotes-parts ont été reversées. Sinon, ces quotes-parts n'ont pas, dans leur entièreté, été reversées en 2023 et en 2024, pensez-vous que les compétences qu'on dit avoir transférées et, entre guillemets, les moyens dont on dit accompagner ces compétences avec la centralisation qu'on est en train de voir
est-ce que ces moyens vont se retrouver exactement chez les proviseurs? Je ne vais pas vous surprendre. Le conseil régional lui-même, s'il prend le cas par exemple du conseil régional du littoral, que le président du conseil régional vient nous dire sur ce plateau, on a une semaine de la rentrée scolaire. Est-ce que le président du conseil régional du littoral a eu une rencontre avec les chefs d'établissement des régions littorales, a l'effet simplement de prendre la mesure des charges, donc les charges que le décret de 2024 et l'arrêté le décret de 2023 et l'arrêté de 2024 fixant les modalités des exercices de ces compétences, n'est-ce pas, lui confère. Ce qu'il faut voir, si nous prenons le cas simplement du conseil régional du littoral, vous vous rendez compte que depuis au moins 2 ans, ce conseil est préoccupé, n'est-ce pas, par l'amélioration des conditions de travail et de vie de ses membres, la gestion spectaculaire, n'est-ce pas, de ses fonctions honorables. La construction, par exemple, du conseil régional, qui aujourd'hui est le prétexte à toutes les formes, n'est-ce pas, de réfaction, nous amène à comprendre que ce qui intéresse le conseil régional actuellement, c'est le confort de ses membres en lieu et place, n'est-ce pas, de l'exécution des charges pour lesquelles l'État a eu à lui conférer un ensemble de choses. Et pour chuter 30 secondes, j'ai discuté avec un aîné aujourd'hui qui me faisait comprendre que, bon voilà, le conseil régional littoral a beaucoup de problèmes, il faut ci, il faut ça, il faut d'abord que les locaux soient construits. Moi, je lui ai opposé le travail que fait le conseil régional de l'Extrême Nord. Je salue en passant son président. L'année dernière, le conseil régional de l'Extrême Nord, qui n'a pas les bureaux au standing que celui du littoral attend, a construit 84 salles de classe, n'est-ce pas, pour doter les établissements publics de ces infrastructures nécessaires au bon fonctionnement de l'école. Et si à date, une semaine avant la rentrée, le conseil régional du littoral est silencieux, c'est que véritablement, il a lui-même pris conscience qu'il y a une tromperie sur la marchandise, que ce que les gars de Yaoundé disent et ce qu'ils font ne coïncide pas avec véritablement la rigueur des textes. Voilà. Vous avez compris vous-même que Raoul n'a pas répondu à ma question. Est-ce que vous, par exemple, vous êtes inquiet? Vous avez peur de ce que le mouvement OTA pourrait reprendre pour ce qui est des établissements publics? Vous avez peur qu'on revive ce qui s'est produit l'année dernière? Oui, Serge Alain, tout à l'heure, on parlait des établissements d'arrière-pays, effectivement, qui souffrent le chaud et le froid dans ce sens. On ne nous a pas dit si la situation était véritablement réglée. C'est-à-dire qu'on sait quand même que chacun de nous, même la famille proche ou un peu plus lointaine, on a quelqu'un qui enseigne et qui n'a pas de matricule. Donc du coup, les établissements de l'ARPI souffrent même de cette affaire. Et l'inquiétude demeure dans la mesure où on ne sait pas. Est-ce que la contractualisation est déjà suivie? Est-ce que toutes leurs revendications ont été véritablement prises en compte? Et là, vous avez donc par exemple des écoles de nos villages où il n'y a que le directeur envoyé par l'État, le reste des enseignants sont les enseignants des parents, comme on dit. C'est là-bas alors où les gens sont obligés, les parents sont obligés de contribuer un peu, ce qu'on peut appeler l'APE, de contribuer afin de payer ceux-là qui sacrifient de leur temps et un peu de leur intelligence pour transmettre à nos enfants. C'est là où on voit l'utilité de l'APE. Et l'APE là-bas n'est pas perçu par un responsable d'établissement. C'est véritablement un autre parent qui reçoit cet argent-là. Donc, dans la question que mon ami syndicaliste et confrère dans cette affaire-là n'a pas voulu répondre, c'est que il va falloir qu'il y ait que les ministres tiennent une conférence de presse pour expliquer aux Camerounais. C'est-à-dire que les deux ministères, parce que quand on parle de l'APE, tout à l'heure il parlait de l'enseignement secondaire, mais moi j'ai lu la note de l'enseignement de base, où on dit qu'effectivement cette affaire-là n'est pas une affaire où on doit exiger. Donc vous comprenez qu'il y a le flou. Pendant donc à l'arrière-pays, Madame Boura vous le disait tout à l'heure, il y a un problème. Le problème est que nous pensons, nous qui touchons 30 000 ici en ville, à l'arrière-pays, avant d'attendre le cacao, qui oui, c'est 6 000 francs le kilogramme, tout le monde sait.
Mais sauf qu'en ce moment-ci, il n'a pas encore véritablement mûri afin que le parent puisse aller au neuf, ainsi son enfant, et payer ses frais-là pour pouvoir rémunérer l'enseignant des parents au village. Voilà, merci. Apollinaire Ngassa, sur cette question, le ministre des Enseignements secondaires a fait une sortie. Le ministre de l'Éducation de base, lui, dit également qu'il s'en prend au chef d'établissement qui impose le paiement obligatoire des frais d'APE. Il leur demande d'arrêter ça. Ce sera difficile d'arrêter. C'est difficile d'arrêter? Oui, parce que les écoles n'ont pas suffisamment un budget de fonctionnement. Et l'État n'a pas doté ces écoles-là des enseignants pour pouvoir encadrer nos enfants suffisamment. Nous avons des écoles où il y a peut-être 2 ou 3 mètres de parents. Il faut les payer. Et on les paye à combien? À 20 000 francs. Parce que madame... paye à 20 000 francs. Donc vous comprenez que c'est ces frais-là qui permettent à ces chefs d'établissement de peut-être payer ces enseignants-là pour pallier au manque d'enseignants que l'État devrait normalement doter chaque école. Maintenant, je ne comprends pas le sens du ministre des enseignements secondaires qui dit aujourd'hui c'est interdit, c'est annulé. Et 2 ou 3 jours après... Elle avait dit suspendu. Suspendu, et 2 ou 3 jours après, elle revient dessus pour dire qu'elle n'avait jamais dit ça. Moi, je n'ai pas compris. Mais je pense que dans mon village, non seulement les parents qui sont là-bas payent les frais d'APE, nous les élites, nous contribuons encore pour payer certains enseignants de mon village. Donc c'est un problème sérieux que l'État et la création de plusieurs lycées CS partout. Mais parfois l'État, c'est la demande des populations. Parfois c'est une demande... il nous faut un CS, il nous faut un lycée. Ça vient c'est une satisfaction qui vient du... C'est pour satisfaire la demande des populations, très souvent. Quand j'allais en 6e en 81, il y avait un seul lycée par département. Oui. Et dans mon lycée, il n'y avait pas plus de 47 élèves. Vous voyez, aujourd'hui, en ville, il y a les lycées les salles de classe dans le lycée de 80-100 élèves. Pendant ce temps, dans certains lycées ou BCS dans les villages, on ne trouve pas 20 élèves. Donc vous comprenez que parfois c'est des créations à caractère politique pour contenter peut-être certaines élites. Donc si on était revenu peut-être en arrière et laisser créer peut-être un lycée pour 2 ou 3 villages, ça permettrait peut-être que ces élèves, que ces enseignants, que ces établissements aient suffisamment d'enseignants. Parce qu'on ne peut pas avoir il y a même des villages où on trouve aujourd'hui 2 ou 3 lycées. Hein. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus politique. Ok. Voilà. Oui, je veux dire... Oui, vraiment en 30 secondes. La première chose qu'il faut dire, M. Apollinaire, c'est que on n'a jamais relevé un chef d'établissement parce qu'il a perçu les frais d'APE. Donc, c'est un système qui est pensé, qui est voulu. Okay. La deuxième chose aussi qu'il faut dire, parlant des mouvements OTS, je peux quand même rappeler... vous allez développer en deuxième partie. Hein. Ok, parce que vous avez semblé dire que je ne vais pas poser la question. Oui. Or, en fait, j'ai essayé de l'ensemble de situations qui montrent que la rentrée va commencer la situation de poser la question de savoir si la ministre est parent. Il faut d'abord poser la question si la ministre est parent. Non, c'est pas un problème personnel. Madame, monsieur, dans un instant, le 20h, le plus attendu de la planète, le 20h2. Julien Berthe Bissaï, on se retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief.